Merci d'être très nombreuses et nombreuses en train de regarder MB Télévision pour ce plateau spécial 30 juin pour cette commémoration du 64e anniversaire de l'ascension de notre pays à son indépendance. 64 ans après, quels sont les défis à relever? 64 ans après, est-ce que nous pourrions dire que nous avons atteint la stabilité sur tout le plan économique, stabilité sur le plan social, stabilité sur le plan sécuritaire? D'emblée, avant d'aller plus loin, nous voudrions d'abord au nom de toute l'équipe de MB Télévision nous excuser pour ce grand retard. Nous avions promis d'être là à partir de 15 h, avoir ce direct avec vous. Malheureusement, de petits problèmes techniques nous ont fait à ce que nous soyons un tout petit peu en retard. Vous le constaterez, nous ne sommes pas avec Monsieur Moucha Galoucha, comme c'était annoncé. Nous avons 3 invités sur ce plateau. D'emblée, nous n'avons que 2 invités. Je m'en vais d'abord à saluer mes invités qui sont sur ce plateau. Bienvenue à vous, cher Monsieur le cadre du parti de l'Alliance parlementaire, le CG, Monsieur... pardon. Monsieur Francis Kalom, Monsieur Francis Kalenga, allais-je dire, hein, Monsieur Francis Kalenga qui est cadre de l'Alliance parlementaire du Congo, APC en sigle. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup, madame, et surtout, grand merci à vous pour cette invitation que vous m'adressez en cette journée mémorable de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale et internationale. Je profite de l'occasion pour présenter une très bonne fête à tous les téléspectateurs de cette grande émission, Grand débat de la nation, c'est comme ça que ça s'appelle l'émission. Et je salue aussi son Excellence, Monsieur le Président de la République, sans oublier notre autorité de référence, qui est le Président national du parti, Monsieur Henri Ilungamboui. Et là où vous vous trouvez, je vous souhaite une très bonne fête de l'indépendance. Il n'est pas seul sur ce plateau, Maître Eric Ndossimao. Vous êtes le président du mouvement Consort, membre de l'opposition. Merci à vous de nous rejoindre sur ce plateau. Merci pour cette invitation. C'est vrai que c'est toujours un véritable plaisir de venir échanger de l'état de la nation, de la situation en ce jour mémorable, savoir le jour de l'indépendance. Permettez que je salue affectueusement ceux qui ont décoré ce plateau parce que je trouve que c'est agréable, c'est mûri. Et puis je pense que l'équipe technique qui est aux manettes va nous faire passer un bon moment. Merci. En tout cas, et puis bonjour au CG. Merci. Et puis bonjour à vous, Rihanna. Encore merci pour l'invitation. Merci à vous également. Vous êtes en train d'écrire parce que nous avions promis de vous donner la parole. À un moment donné, nous, MB Télévision, dans votre magazine Grand Débat de la Nation, nous vous donnerons la parole en direct. Vous avez la possibilité maintenant d'aller sur Média Business Télévision, entrez simplement en streaming en Média Business Télévision. Vous allez suivre l'émission en direct pour ceux qui sont hors la télévision, donc sur les réseaux sociaux, sur l'internet. Vous pouvez nous suivre en direct et puis commencer déjà à réagir, à écrire, mais pas appeler, parce qu'appeler, à un moment, on vous donnera la parole. Voilà, 30 juin 1960, 30 juin 2024, 64 ans aujourd'hui. Est-ce qu'à ces stades, nous pourrions dire que nous avons atteint notre stabilité? Eric Ndossimao. La question elle est d'autant plus importante aujourd'hui, pour ne pas dire cruciale, parce qu'en ce jour, je ne crois abuser, à l'Est, il y a des territoires qui sont tombés entre les mains des rebelles. Sachant bien que c'est-à-dire que nous avons une grande partie de la République démocratique du Congo qui est entre les mains, non pas de l'État, du gouvernement central, et que nous avons dans nos 7 flancs une grande partie de nos compatriotes qui sont en train de subir les affres de la guerre et à payer le plus cher. On regarde, ne serait-ce que de la situation sécuritaire, il serait inopportune de dire que nous sommes indépendants, nous avons gagné en indépendance. Maintenant, si nous allons en profondeur, nous allons dire qu'est-ce que nous avons acquis, si ce n'est le fait d'avoir demandé les Belges de quitter la République démocratique du Congo. Est-ce que nous avons acquis la stabilité politique? Non. Est-ce que nous avons acquis la stabilité économique et sécuritaire? Non. Sociale? Non. Donc, les réponses sont d'emblée non. Mais cela dit, est-ce que c'est la responsabilité d'un seul homme? Non. Je crois que c'est une responsabilité collective, au-delà des acteurs politiques, mais également de la société, des élites, des sentinelles de la République, des journalistes, ceux qui sont censés apporter une valeur ajoutée à la République. Donc c'est un débat et malheureusement aujourd'hui on en prend seulement conscience quand il s'agit des journées comme celui-ci,
on en discute, mais finalement, à la fin de la journée, beaucoup vont se retrouver dans un bar ou d'une bière, on va continuer dans les mêmes péripéties, alors que non. C'est normalement une journée de grande réflexion et de sortir surtout dans notre réflexion des chambres partisanes pour dire je suis de la majorité, je suis de l'opposition. Donc voilà, il est ici question d'une grande réflexion et je crois que au regard des défis jusqu'ici relevés, nous ne sommes pas à la hauteur des espérances des pères de la démocratie congolaise, ni même des pères de l'indépendance, malheureusement. Voilà, alors, excellent. En fait, je dirais, monsieur Francis Kalenga, est-ce que vous rejoignez le point de vue de Maître Éric Bisselot, que nous faisons du surplace? Vous êtes membre de l'Union Sacrée? Ou est-ce que 64 ans après, on peut dire aujourd'hui que nous avons atteint une certaine stabilité? Madame Ariana, encore une fois, merci pour l'invitation. Certes, je suis de l'Union Sacrée, mais je ne peux pas endosser toutes les bêtises que l'Union Sacrée commet parce que nous sommes au pouvoir. Okay? 64 ans après que la RDC ait accédé à son indépendance, moi je dis que les Congolais et tous les dirigeants de ces pays ne font que tourner à rond. Il va falloir qu'à un moment, nous puissions abandonner avec les habitudes occidentales. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes un pays africain. Tout ça, c'est la conséquence d'importer les théories étrangères. Le Congo, notre pays, il a des problèmes particuliers. L'indépendance que nous célébrons aujourd'hui, c'est un fruit de Patrice Emery Lumumba qui s'était battu avec son équipe pour que le Congo aujourd'hui devienne indépendant. Et cette indépendance, c'est dans les textes ou bien c'est dans les vécus? Moi, je vais répondre tout de suite que c'est une indépendance qui est dans les textes. Parce que les Congolais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, continuent à subir. Vous avez bien entendu, il avait fallu aujourd'hui que le chef de l'État, vous savez que le président de la République, depuis qu'il est au pouvoir, tendons maintenant vers la 6e année, il n'a jamais organisé un défilé militaire. La raison, c'est laquelle la situation qui sévit à l'est du pays empêche les pouvoirs en place de pouvoir organiser un quelconque défilé militaire. Hier, vous et nous avions appris qu'il y a certains villages qui sont encore tombés. Il y a nos frères et sœurs, nos mamans, nos papas à l'est de la République qui croupissent dans la misère la plus noire. Cette guerre, c'est une guerre qui a été alimentée pour distraire les Congolais. Je ne peux pas aujourd'hui sur ce plateau me permettre de dire que 64 ans après, le Congo a avancé. Je vais sortir un aventurier devant les téléspectateurs qui me suivent en cette journée comme celle-ci. Oui, je pense que de toute part, vous l'aurez suivi, que 64 ans après, nous faisons toujours du surplace, nous sommes toujours dans le sévrage. C'est-à-dire la RDC n'a pas évolué, parce que qui dit souveraineté d'une nation, c'est aussi la stabilité de ses frontières. La grande question que je me poserai en ce moment, c'est vrai, parlons de la situation sécuritaire, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous commémorons notre 64e anniversaire. Est-ce que nous ne pourrons le commémorer dans la quiétude, dans la paix, sachant que certains coins, certaines parties du pays sont sous les mains des rebelles? Je ne le pense pas. Alors, à ce stade, Maître Éric Bisselot, le grand problème se situe à quel niveau? Je crois que de dire de manière triviale, les Congolais sont des aventuriers. Ça, c'est le dire de manière triviale. Mais je crois que nous manquons des élites sérieuses. Une élite, ce n'est pas seulement celui qui occupe un poste à l'Assemblée nationale. Une élite, ce n'est pas seulement celui qui devient président de la République. Mais notre société n'a pas su se structurer, s'organiser en conséquence. J'aurais même aimé, comme l'a dit mon ami ici, que nous copions au moins la structuration des pays occidentaux. Puisque nous avons une constitution inspirée de certains pays, nous n'inventerons pas la roue, bien sûr. Oui. La constitution est inspirée des pays qui nous ont précédés. Mais au moins, nous aurions dû quand même nous inspirer de la démocratie, de l'état de droit, des libertés des citoyens, de la sécurité, du social. Ça, on ne sait pas s'en inspirer.
on dit que non, c'est la faute des Occidentaux. Mais nous nous inspirons des détournements des deniers publics, nous nous inspirons de l'injustice, de l'iniquité. Ben, finalement, le mal, ce n'est pas les textes. Les mal, ce ne sont pas les Occidentaux, puisque chez eux, ça fonctionne. Le mal, le problème, c'est que c'est aux Congolais. Ouais. Dans certains pays d'Afrique, ils ont au moins cette... nous avons vu à Kenya, où la population vit dans une forme de démocratie et a su se soulever, et le président de la République revenir à l'arrière. Ici, ça ne se passe pas. Ici, l'autorité ne revient jamais en arrière. L'autorité n'a jamais tort. Et c'est ça qui est d'autant plus dangereux pour la démocratie. C'est qu'ils pensent qu'ils sont, eux, parce qu'ils sont au pouvoir, ils ont l'intelligence, ils ont tout. Et que les autres ne sont rien. Et ce mépris des autres et des textes fait en sorte que nous tournons en rond. On ne peut pas vivre, quand on est à l'opposition, être victime de ceux qui sont au pouvoir, puisque dans la lutte, quand Dieu ouvre les portes, vous allez arriver demain au pouvoir, vous voudriez vous venger de ceux qui vous ont maltraité, assassiné les vôtres, piller votre territoire, s'accaparer de vos biens. Ben, c'est un cycle infernal de vengeance. Ce à quoi nous avons assisté. La lutte de l'opposition pendant 32 ans, notamment DPS, vous avez le pouvoir, mais pour en faire quoi? 6 ans aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait de plus? Ou bien ce que vous espériez, vous nous avez promis pendant des décennies, vous avez fait. Il ne s'agit pas ici des théories dans les vraies vies. Tout à l'heure, vous me posiez la question, je vous ai répondu. Comment voulez-vous que nous disions que nous sommes dans une indépendance quand quelqu'un, une jeune femme, a dit Tolembi Passi, elle a disparu du paysage politique et social? Quel est le crime d'un citoyen de dire que je ne veux plus souffrir dans mon pays? Quel est le crime d'un citoyen ou d'une citoyenne qui dit que ce n'est pas normal que j'ai faim alors que je vois ceux qui n'ont pas mérité s'amuser avec des millions de dollars comme ça? Comme s'ils avaient produit quelque chose qui ferait avancer la société. Non. Malheureusement, nous avons l'habitude de donner de l'importance à des médiocres. Parce qu'il est facile de faire de médiocre un exécutant qui ne réfléchit pas, qui ne demande pas de comptes, plutôt que de donner de la matière aux gens qui sont intelligents, qui sont capables de dire non, ça c'est un mauvais chemin. Monsieur Ribissello, avant de donner la parole à votre condisciple sur ce plateau, la question que je quand vous parlez de médiocre, le médiocre, vous le voyez dans quel camp? Dans le camp de ceux qui sont au pouvoir ou dans le camp de ceux qui sont avec vous dans l'opposition ou bien dans le camp de l'élite congolaise? J'ai commencé par vous dire que les Congolais sont des aventuriers. Donc ce n'est pas que aujourd'hui il y a ceux qui étaient à l'opposition hier, ceux qui étaient au pouvoir hier, pardon, qui travaillent avec ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui étaient avec Kabila hier. La transhumance, on le remarque aujourd'hui dans le camp de la politique congolaise. Il n'est pas ici question de l'opposition, la majorité. Il est question ici des intelligences et de ceux qui ont l'amour de la patrie. Mais ici, c'est une classe des opportunistes, ou bien de ceux qui pensent que parce que leur papa avait participé au mouvement de révolution ou contre la dictature, ben, ils considèrent qu'ils sont des ayants droit de la République, des héritiers des richesses de la République démocratique du Congo et de ceux qui s'y retrouvent, c'est-à-dire nous. L'erreur est là. Donc, aujourd'hui, on peut dire, effectivement, hier nous avions des médiocres avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous avons en plus des médiocres et des incapables. Et cela, il veut nous donner des leçons. Et c'est ça qui est plus terrible. Ils n'arrivent même pas à se remettre en question. Ils n'arrivent même pas à se remettre en question. Au sortir des premières législatures, du premier quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi, vous avez des ministres d'État qui sont en prison. Nous allons revenir dans notre dossier en justice. Mais pour l'instant, j'aimerais que Maître Ribissello, que nous restions un peu sur la situation sécuritaire. Je reviendrai à vous. Je veux demander à M. Francis Kalenga. M. Francis Kalenga, quand vous observez la situation sécuritaire aujourd'hui, vous êtes membre de l'Union Sacrée, vous êtes un cadre du haut parti de l'APC. Quelle lecture faites-vous de cette situation sécuritaire? La lecture que je fais, madame, c'est une lecture de désolation. Monsieur, mon co-débatteur, vient de peindre un tableau sombre par rapport à cette situation sécuritaire. Mais je vais vous dire ceci, madame. Vous pouvez recevoir même le pape ici dans votre plateau, ok, pour faire avancer les choses dans ces pays. Tant que nous, Congolais,
nous n'allons pas prendre conscience, rien ne va marcher. Il avait fallu qu'on arrive ici à 15 heures. Ok? Cette journée, c'est une journée où tout le monde, y compris les autorités, devrait rester chez soi en train de méditer. Mais toutes ces routes sont bloquées par les officiels. On se pose des questions, ils vont où? Et quand vous les suivez tout le long de la route Nzelamaï, vous allez les rencontrer en train de festoyer, alors qu'à l'est, ça brille. Les autorités, j'ai rencontré un ministre en fonction qui est avec sa famille en train de partir pour aller se divertir. Alors que la situation qui se vit à l'est dérange presque tout le monde. Madame, moi je me pose la question, ok? Oui. Comment expliquer que dans ces pays, un pays potentiellement riche, un pays aux richesses incommensurables, un pays avec près de 80 millions d'hectares de terres arables, mais l'État congolais est incapable de nourrir près de 100 millions de Congolais alors que nous avons de l'espace pour pouvoir faire de l'agriculture. Si vous allez en Chine, la Chine nourrit près de 20% de la population mondiale avec près de 135 millions d'hectares. La Chine s'est nourrie, la Chine exporte le reste de sa production dans le reste du monde. Mais je me pose la question avec toutes ces richesses que les Congolais ont. Qu'est-ce que nous en faisons? J'ai conclu pour dire il faut que nous, qui sommes jeunes, parce que cette population congolaise, elle est en majorité jeune, il faudrait que l'on prenne conscience, parce que c'est nous, la jeunesse de ces pays, qui allons changer, qui allons inverser la donne pour ces Congos. Vous ferez des émissions et des émissions ici, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Mais à partir du moment où nous n'aurons pas des dirigeants conscients pour pouvoir changer les choses, les Congolais, avec leurs richesses, nous allons toujours continuer à subir et à vivre la situation que nous sommes en train de vivre. Donc, moi je dis, c'est un problème d'homme, c'est un problème de conscience. Un problème de leadership, apparemment. Un problème de vous vision. Savez, je ne dirais pas d'emblée que c'est un problème de leadership. C'est parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Le président de la République, le chef de l'État, oui, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2019, je ne veux pas raconter des histoires comme toutes les autres personnes les font à travers les plateaux de télévision, mais nous devons être rationnels, madame. oui. Quand le chef, c'est bien beau de critiquer, ça je vous dis, mais lorsqu'on vous prend, vous, madame, on vous responsabilise quelque part, vous sentez la charge de la gestion, vous pouvez vous-même commencer à confesser. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prend le pouvoir le 19 février 2019. Il commence son premier quinquennat. Ça n'avait pas traîné la planète Terre. Nous avions tous connu cette crise sanitaire qui avait paralysé presque toutes les économies du monde. L'économie de ces pays étant une économie extravertie. Tout ce que les Congolais consomment vient d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai dit ici, dès mon entrée, j'ai dit qu'il faudra que nous, en tant que Congolais, parce que le Seigneur nous a doté de richesses, que nous réfléchissons en tant que Congolais. Parce qu'à partir du moment où nous allons copier des théories occidentales, vous êtes économiste, vous allez copier des théories conçues pour résoudre les problèmes britanniques. Vous les reproduisez dans votre pays. Alors que les problèmes congolais sont totalement différents des problèmes britanniques. Vous n'aurez gain de cause. Moi, j'ai dit qu'il faut que les Congolais prennent conscience. Tshisekedi prend son pouvoir. On connaît la crise sanitaire de 2020 qui a ravagé. Avec le Covid qui a ravagé. Et toutes les frontières étaient presque fermées. Les Congolais, même de l'eau que nous consommons, il faut que ça nous provienne d'ailleurs. Mais pendant cette période, toutes les frontières étaient bloquées. Dites-moi, même si c'était Fayulu qui était chef de l'État, après que l'Organisation mondiale de la santé ait levé cette mesure, nous avons vu les experts des institutions financières internationales, notamment les experts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui sont venus faire des rapports qui sont dans notre banque centrale. Ils ont dit que de tous les pays d'Afrique, il n'y a pas un seul chef de l'État qui a su gérer la crise sanitaire comme le président de la République. Et avec 69 milliards de produits intérieurs bruts, l'économie congolaise avait été placée parmi les top 10 des meilleures économies africaines. Les problèmes, moi j'ai dit et je me résume, il faudra que nous qui sommes la jeunesse, parce que nous représentons près de 70% de la population congolaise, prenons conscience et vous verrez que les choses vont aller de l'avant. Alors prenons conscience, ce mot de
Monsieur le CG Francis Kalenga, la jeunesse, je rappelle que quand Lumumba a pris hier, quand il a haussé le ton lors du table ronde, il n'était pas vieux, il était jeune, comme Maître Éric Bissello, comme Monsieur Francis Kalenga. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que notre jeunesse n'arrive pas à se retrouver? Je reviens encore, est-ce un problème d'idéologie? Aujourd'hui, je veux peut-être commencer avec Maître Francis, Monsieur Francis plutôt. Vous êtes membre de l'Union sacrée. On le sait très bien que le chef de l'État est issu des l'UDPS qui a milité depuis l'époque de Mobutu pour que la démocratie soit instaurée dans ce pays. Mais est-ce qu'aujourd'hui, hier, avec le régime qui se sont succédés, notamment avant Félix Tshisekedi, il y a eu le régime de Kabila. On a vu des descentes, on a vu comment l'opposition était une et indivisible face à Joseph Kabila pour certaines situations, notamment même la situation sécuritaire. C'est parmi même l'une de choses qui ont fait que la plupart des Congolais se disent on en a marre, non, non, il doit partir, il doit partir. Mais aujourd'hui, l'opposition au pouvoir, pourquoi l'UDPS au pouvoir? En fait, c'est le président de la République est issu de l'UDPS, l'Union sacrée au pouvoir. Pourquoi on ne sent pas cette démarcation, par exemple, par rapport au régime passé de Joseph Kabila? Vous ne sentez pas cette démarcation sur le plan du pouvoir et de l'opposition? Sur le plan du pouvoir de l'opposition. On a comme l'impression, c'est l'opposition, le pouvoir, on a comme l'impression que vous êtes encore dans l'opposition alors que vous devez jouer, vous devez jouer différemment. Non, vous n'êtes plus dans l'opposition, aujourd'hui c'est le pouvoir. On devait le sentir. Pourquoi est-ce qu'on a comme l'impression c'est l'opposition bis? Ce n'est pas l'opposition bis. Vous savez, Étienne Tshisekedi, de reste mémoire, en son temps, je les paraphrase, il avait dit ceci. Je ne suis pas un membre de l'UDPS. Je suis un membre d'un parti allié à l'UDPS. Oui. Mais Étienne Tshisekedi, c'est ce maître qui nous a tous appris la politique. Si je porte ces chapeaux, c'est à cause de ses papas. Paix à son âme. Il avait dit à son temps, dès que l'UDPS sera au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition. C'est ce que les Congolais vivent aujourd'hui. Ça veut dire que l'opposition ne sait pas s'organiser. Pour revenir à votre question, le président de la République, je ne peux pas venir ici devant cette caméra pour commencer à les charger, parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Aujourd'hui, tous les yeux des Congolais sont braqués sur le chef de l'État. Et les Congolais aussi, ils oublient que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et que dans ces régimes, le vrai centre névralgique du pouvoir, c'est le Premier ministre. Le président de la République, en réalité, ne gère pas le pays. C'est lui qui gère le pays au quotidien, c'est le Premier ministre. Alors, toutes les attaques devraient être normalement orientées vers le Premier ministre. Parce que c'est lui qui a la charge. Le chef de l'État, il définit une politique. Il la répercute à l'exécutif qui est le gouvernement. C'est le Premier ministre et toute son équipe qui ont la charge d'exécuter les programmes du chef de l'État. Donc, les Congolais devront normalement river leurs yeux vers le Premier ministre. Mais je dis que le chef de l'État, les problèmes que les Congolais peuvent se lever aujourd'hui, c'est sur le plan de son casting, par exemple. Vous voyez, nous assistons, ça fait très mal, nous assistons à des scandales qui nous dérangent, bien que nous soyons des lignes sacrées, mais l'union sacrée n'est pas une blanchisserie. Lorsque ça ne marche pas, parce que nous aimons ces pays, lui-même le chef de l'État l'avait dit, dès l'entame de son pouvoir, que dès que vous remarquez que ça ne va pas, ça ne sert à rien que vous puissiez applaudir alors que les Congolais souffrent. Moi, j'ai posé la question une fois à un ministre des Finances de ces pays, le ministre sortant. Je lui ai dit, Excellence, Monsieur le ministre, vous faites des réalisations, des recettes, les assignations budgétaires que vous imposez à nos différentes régies financières. Certaines sont atteintes. Mais comment les Congolais ne sentent pas? L'impact ne suit pas. C'est quoi le vrai problème? Le ministre est incapable de me répondre. Et quand vous allez à la DGI, quand vous allez à la DGDA, quand vous allez à la DGRA, on vous dit qu'ils ont maximisé les recettes. Mais dans le panier de la ménagère, il y a un problème. Donc, moi je pense que la jeunesse de ces pays, pour revenir encore à votre question, vous savez que la jeunesse de ces pays a été abrutie.
a été abrutie. La jeunesse congolaise, elle est dans le poisson, elle est dans les femmes. Les Égyptiens qui ont sauvé leur pays. Ben Ali avait fui le pouvoir. Ce n'était pas un vieux papa de 50 ans qui avait fait fuir Ben Ali au pouvoir. C'était un étudiant. Après qu'il ait constaté que le prix du pain avait augmenté sur le marché du pain. Et il s'était révolté et ses camarades étudiants avaient suivi et toute l'Égypte avait suivi. Aujourd'hui, l'Égypte est libérée. C'est parmi les pays africains que le monde respecte. Pourquoi pas au Congo? Il faut que la jeunesse congolaise prenne conscience parce que nous sommes capables de faire quelque chose et de faire développer ce pays. Maître Réquissel, est-ce que vous partagez son avis sur cette question? Difficilement, parce que j'ose croire d'abord, si je paraphrase ce qu'il vient de dire par rapport à Papa Etienne Tshisekedi, quand l'UDPS sera au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition dans ce pays. Il sous-entendait que l'UDPS serait exemplaire dans la gestion de la société et qu'il y aura une démocratie et que les Congolais n'aura plus faim. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir une opposition politique quand vous rencontrez les désidérata de la population. Alors qu'aujourd'hui, la majorité des Congolais sont des opposants. La totalité. Même, il y a même une opposition au sein de la majorité, la majorité de l'Union sacrée. Il y a même une opposition au sein de la majorité parlementaire, mais qui sont de l'Union sacrée. Il y a un problème de leadership sérieux. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de l'Assemblée nationale, réuni en université avec des intellectuels de ce pays. Ils ont dit qu'ils ont un problème de leadership. Ce n'est pas sorti de la bouche de l'opposition. Donc la vérité en est là. C'est que le chaos, il ne faut pas essayer de trouver des prétextes. Moi, je suis de l'école de ceux qui pensent quand vous n'êtes pas capable, vous démissionnez. Mais ici, non, même les incapables restent parce qu'ils mangent avec le chef d'État ou bien parce qu'ils mangent avec je ne sais pas qui. Comment dire que le chef d'État n'est pas responsable quand, pour voter, pour donner de la voix au programme du Premier ministre, il a dû rassembler les parlementaires pour leur dire d'exécuter son mot d'ordre. Il est responsable. C'est sa majorité parlementaire. Donc, la responsabilité la incombe. Déficit sécuritaire, manifestement. Comment acceptez-vous aujourd'hui, en XXIe siècle, la République démocratique, que notre président soit gardé par les Roumains? Que sa sécurité rapprochée soit des étrangers? Comment pouvons-nous accepter cela? Alors que nous avons dans l'arsenal juridique une ordonnance qui parle de la garde républicaine, qui est censée assurer la sécurité du chef de l'État. Mais le déficit de confiance fait en sorte qu'aujourd'hui, le chef de l'État se sent en sécurité. Il préfère donner ou bien confier sa vie à des étrangers. Vous pouvez me dire que ce sont des formateurs, des partenaires. Ben, les formateurs, c'est au fond qu'on vous attend. C'est à aider les militaires à se relever au plus vite, et bien en tout cas les nouvelles recrues, pour aller reprendre le territoire national qui ne cesse de tomber comme un château de cartes. Non, soyons un peu plus sérieux, soyons responsables dans nos dires et dans nos actes. La gestion du pays en République démocratique au Congo ne repose pas sur la Constitution, mais sur le mode de chefferie. C'est le chef. Oui, pourquoi voulez-vous que quand pour aller inaugurer Elengesa, c'est le chef de l'État, mais quand il y a des détournements de millions de dollars, on ne dit pas c'est le chef d'État? En vertu de quoi Elengesa, qui est une route limite nationale, mais devrait bénéficier des regards du chef d'État qui devrait s'occuper sur le plan national de relier et de rallier tous les territoires nationaux. C'est ça la difficulté. C'est que ce n'est pas quand ça vous arrange, vous dites ce n'est pas moi, mais il faudrait assumer cette position parce que le chef d'État, le Premier ministre est arrivé là par le vouloir du chef de l'État. Donc il en a conscience. Et nous avons tous, nous Congolais que nous sommes, nous avons conscience que ce gouvernement est un gouvernement de façade qui n'est là que pour essayer de camoufler les échecs. C'est pour cela que ce gouvernement ne s'est même pas doté d'un chronogramme. C'est-à-dire qu'il donne un programme sans nous donner les dates, les délais, la durée de ces chantiers. Sans même nous donner une préoccupation par rapport aux routes qui devraient relier le territoire national. Nous sommes à 2% alors qu'on devrait avoir une visée de 20% pour pouvoir espérer le décollage économique. Nous sommes complètement dans une forme d'absurdité totale, de cécité. C'est pour ça que je dis que même les sentinelles, les intellectuels de ce pays, ils ne sont pas appelés à exister. Parce que la démocratie est en danger, la liberté d'expression est en danger. Quand on se réclame, quand on parle, les services qui sont censés préserver la République, non,
il se confond à préserver les intérêts de quelques-uns. Et c'est ça qui est difficile. Mais en tout cas, les tableaux, il faut dire une certaine vérité. Tant que l'intégrité territoriale n'est pas assurée, l'État ne se trouve pas, conformément à la Constitution, de son devoir de préserver la vie de tous les Congolais. Tant que les cachots de torture ne sont pas fermés, tant que la liberté d'expression n'est pas garantie, tant que nous n'arrivons pas à acheter du pain, on ne peut pas dire, on ne peut même pas dire une seconde que le chef d'État qui a été élu au suffrage universel par le Congolais puisse être déconné. On sait ici vanter de dire 73%, 73%. Alors que ce 73%, vous voulez dire aujourd'hui que non, ce n'est pas lui qui doit savoir, qui doit garantir... Apparemment, Maître Eric Bisselo, j'ai comme l'impression c'est de l'acharnement contre le non, c'est un fait, c'est un fait. Ou c'est l'effet de colère, de voir la RDC dans tous ces états qui fait que vous ayez cette analyse. 64 ans après, mais c'est inconscient, c'est immoral. Ceux qui sont au pouvoir, même... Vous imaginez dans la situation dans laquelle nous sommes, un état de guerre, on ne déclare pas l'état de guerre, alors qu'elle est garantie par la Constitution. Comment imaginer que nous ayons une cinquantaine de ministres aujourd'hui, alors que nous avons besoin de peine à financer l'armée nationale? Mais ils sont des inconscients. Et vous voulez dire qu'on doit digérer, parce que quand on le dit, on n'aime pas Félix-Antoine Tshisekedi. Non, nous l'aimons. C'est pour ça que je dis que on vous ment. Avant Maître Eric Bisselo, je vais donner quand même la parole à M. Franci avant d'avoir cette vidéo du conseil qu'a présidé le chef de l'État. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le pouvoir de Félix Tshisekedi se sent menacé, dans le sens où le chef de l'État, on l'a vu dernièrement, la dernière sortie, c'était le Roumain qui était habillé dans le tenue de FRDC. Déjà, c'est de violation. Voir que la garde républicaine devait assurer cette sécurité. Est-ce que quelque part, l'effet qu'il y a eu précédemment, un push en RDC, fait qu'aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa se sent menacé? Madame, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qu'a dit le maître. Vous appelez concernant le président de l'Assemblée nationale, suite à sa journée qu'il avait tenu à l'UNIKIN. Mais à mon humble avis, vous allez m'excuser, je pense que ce n'est pas un monsieur modèle. À mon humble avis, c'est bien qu'il soit président de notre Assemblée nationale, il est avec nous dans l'union sacrée, humblement, avec tout le respect que je dois aux Congolais. Mais c'est l'union sacrée qui a fait que Vital Kamerhe soit là. Mais si vous avez constaté que ce n'était pas un modèle pour la jeunesse congolaise, pourquoi y a eu-il le mot d'ordre que ce soit le président Vital Kamerhe? Madame, ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Je ne peux pas m'ingérer dans son pouvoir discrétionnaire. Mais en tant que Congolais, je réponds pour dire que Vital Kamerhe ne peut pas se mettre devant la télévision pour raconter ce qu'il a raconté sur les sites universitaires. Parce qu'il est parmi les gens qui ont détruit ces pays. Ok? Il est parmi les gens qui ont détruit ces pays. Plusieurs fois, avec toutes les connaissances qu'il a, avec toutes les compétences qu'il a, il a plusieurs fois été à la commande de la chose publique, mais il nous a laissé un bilan totalement négatif. Ok? Je ne pouvais pas, moi, comprendre que Vital Kamerhe, être nommé vice-premier ministre à l'économie nationale, Vital Kamerhe mobilisait les fonds de nos mamans maraîchères, de nos mamans qui vendent les makala, de nos mamans qui vendent le beignet. Vital Kamerhe prend l'argent du contribuable congolais, s'en va en Afrique du Sud pour aller négocier du maïs dans un pays à moitié désertique. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud a fait pour produire du maïs pour nourrir sa population et exporter le reste au Congo? Alors que nous, au Congo, nous avons tous les potentiels. Pourquoi Kamerhe et toute son équipe n'avaient pas réfléchi comment diversifier notre économie? Ce ne sont pas des gens comme ça qui peuvent aider le chef de l'État pour que le Congo puisse aller de l'avant. Okay? J'ai juste voulu ouvrir cette parenthèse pour dire à mon débatteur que ce sont des gens, normalement. Et c'est comme ça que nous, dans l'Alliance des parlementaires des Congolais, nous militons pour que cette histoire des partis politiques, cette histoire des poids politiques, cette histoire des géopolitiques cesse dans ces pays. Il faudrait que cette histoire puisse cesser. Il y a des compétences qui ne sont pas dans des partis politiques. Il y a des compétences qui ne sont pas ressortissantes d'un coin X ou Y. Mais ils ne peuvent pas servir le pays tout simplement parce qu'ils n'ont aucun poids politique. Alors que le Congo, c'est notre pays à nous tous. La Constitution de la République nous garantit à nous tous le même droit. Cette discrimination, les Congolais en ont marre. Nous allons nous battre jusqu'à arracher la vérité. Et donc, le président de la République, dans sa suite, avec des étrangers,
c'est une question que je ne maîtrise pas bien parce que je ne suis pas militaire. L'unité spéciale, normalement, qui garde le chef de l'État et sa famille, c'est la garde républicaine. Mais j'ai posé cette question que vous me posez aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont dit, la sécurité du président ne peut pas se limiter seulement à la seule garde républicaine. Le président Joseph Kabila dans ces pays. Vous savez pourquoi ça sautait aux yeux avec le chef de l'État? Parce que les gens qui sont tout autour de lui comme sa sécurité, ils ont la peau noire. Mais la peau blanche, la peau ils blanche. ont la peau blanche, ils ont la peau blanche. Mais le président qui se sont succédés dans ces pays, ils ont eu des gens qui les sécurisaient qui n'étaient pas aussi des Congolais. Renseignez-vous, ce n'est pas seulement au Congo. Même sous d'autres cieux, ça se passe comme ça. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette question parce que c'est une question dont je n'ai aucune maîtrise. Alors, je vais demander à la technique si la technique peut nous balancer ce réunion spéciale du Conseil de sécurité que le chef de l'État a tenu avant de clôturer la question sécuritaire et de passer dans une autre préoccupation pour ce 64e commémoration de notre ascension à son indépendance. Vous avez tous suivi ce matin et depuis quelques jours la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans les territoires de Lubero, en province du Nord Kivu. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les 3 zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de 3 heures de discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie, et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchés directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais se méfient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux pour ne pas prêter les flancs au jeu de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain que les jeux se jouent, pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République à continuer à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli et très rapidement. Vous avez tous... Voilà, de retour sur ce plateau. Je crois que vous l'avez suivi, chers téléspectateurs. Mais je vais, avant de donner la parole à mes invités, je rappelle pour ceux qui nous suivent, qui sont en streaming, nous sommes sur le canal 87. Hein, mais vous nous écrivez d'abord avant de lancer le moment d'appel sur Business Media Television. Business Media Television, vous avez la possibilité de nous écrire en direct, en streaming, c'est-à-dire en ligne, écrivez-nous en ce moment-là. Et le 081 95 10 809, je le répète, 081 95 10 809. Nous vous donnerons la parole bientôt là. Et nous sommes sur le canal 87 pour ceux qui m'ont posé la question, qui ne se retrouvaient pas. Nous sommes sur le canal 87 TNT. De retour sur ce plateau, nous l'avons suivi. Il y a la grande préoccupation que je me pose, malgré qu'il y a eu ce conseil de sécurité piloté par le chef de l'État avec des officiels de l'armée et du gouvernement. Ce conseil était à la suite de la ville de Kanyabayonga qui venait de tomber. Et après ce conseil, aujourd'hui, c'est Kirumba qui tombe. On se pose la question quand même. Et Bisselo, on est où là?
Ouais, c'est très inquiétant, mais là, je ne dirais pas que c'est une responsabilité du chef de l'État, parce que c'est vrai qu'il préside cette réunion, mais attendez, comment devient-on général dans une armée? Ce n'est pas parce que je suis un louba, ou bien je parle la langue du tribu, ou bien parce que je dis Oumela, béton, béton, que vous allez me nommer général. Soyons sérieux. Il y a des généraux dans ce pays, des militaires capables ici dans ce pays, mais qui ne sont pas en fonction. Vous pensez que c'est un problème d'expertise? Vous pensez qu'à ce stade, c'est un problème d'expertise qui fait que nous perdions nos territoires à l'est du pays? Quand il est question de la guerre, ce sont les experts en guerre qui doivent prendre les choses en main. Ben oui, les généraux, ce n'est pas le chef d'État. Ce n'est pas lui qui parle des déploiements. Mais ce sont des spécialistes dans le domaine. Ils sont payés pour cela. Pourquoi ils n'arrivent pas à mettre un terme à cela? Pourquoi ils n'arrivent pas à sécuriser la République démocratique du Congo? Pourquoi ils n'arrivent pas à mettre en place une organisation de sécurité qui fera en sorte que nos militaires se sentiraient fiers de servir sous les drapeaux, mais encore qui servent dans de bonnes conditions? Donc ici, on ne peut pas dire que moi, je suis très inquiet quand un général dit que moi, je suis loyal, je ne trahirai jamais béton. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que l'institution béton. Moi, je sais qu'un militaire doit être fidèle et loyal à l'institution président de la République et à l'État congolais et au drapeau. Donc, voilà bien des dérives qui nous amènent dans ce genre de circonstances. Quand il y a des défiances et des méfiances autour de ces gens qui sont autour de la table, ben, nous sommes fragiles. C'est cette fragilité qui a mené aujourd'hui le chef d'État à ne pas considérer sa sécurité pleine et entière aux côtés des FRDC ou sous la garde des FRDC. C'est pour ça qu'il s'est lié ou s'est fié aux étrangers. C'est ça la vérité. Ce n'est pas une question de schéma, oh, chez les autres ça passe comment. On n'est pas chez les autres, on est en République démocratique du Congo. Ok, alors je réitère cette même préoccupation Oui, madame. à monsieur le secrétaire général de l'APC. Les bons sens voudraient ceci. Vous êtes nommé général. Oui. Vous avez 4, 5, 6 étoiles. Et que dans votre pays à vous, il y a des territoires qui tombent chaque jour. Moi, général, je démissionne. Je suis général dans un pays, chef d'état-major général. Et que dans mon pays, il y a certains villages, il y a certains territoires, il y a certaines localités qui sont en train d'être pris. Les jours qui suivent, moi, je démissionne. Ok, madame? Mon frère l'a si bien dit. Il y a des militaires dans ces pays qui peuvent bien servir le pays, qui peuvent sécuriser notre territoire alors qu'ils ne sont pas promis. Ici, nous ne venons pas caresser tous ces généraux qui sont incapables de pouvoir sécuriser nos frontières. Hier, c'était à Rutshuru, à Massissi. Nous risquons un bon jour d'apprendre que Kinshasa est tombé. Alors que nous avons des généraux dans ces pays qui peuvent nous sécuriser. Je ne vais pas faire un long discours. Vous êtes nommé général. Vous avez des commandos sous votre régiment et que vous n'arrivez pas à sécuriser l'intégrité, à assurer l'intégrité de votre territoire, les bons sens voudraient que l'on puisse démissionner. Si vous n'êtes pas capable, démissionner, c'est la moindre des choses. Et alors, si la technique est prête, nous allons donner la parole à nos fidèles téléspectateurs. Je rappelle encore, vous avez la possibilité de nous appeler au 081 95 10 809. Nous allons prendre vos préoccupations. 081 95 10 809 sur le canal 87 TNT et sur Business Media Télévision en streaming. Nous pouvons déjà prendre les appels de nos téléspectateurs s'ils sont déjà en ligne. Hein. Mais dans l'entretemps, nous continuons. Dès que nos téléspectateurs qui nous suivent, qui nous ont écrit, nous rejoignent sur ce plateau, nous vous donnerons la parole. Mais c'est vrai, d'emblée, j'ai vu un autre circulaire du Conseil de sécurité de l'ONU plutôt, qui reconduit jusqu'au 1er juillet 2025 le régime de sanctions sur la RDC. Hein, et ces sanctions ne s'appliquent pas aux forces du gouvernement.
Pour vous, est-ce que c'est un motif de satisfaction ou bien c'est deux poids deux mesures comme ça se passe avec l'Ukraine et la Russie? Ouais, évidemment que les péripéties qui se déroulent actuellement entre l'Ukraine et la Russie nous ont démontré que la République démocratique du Congo ou bien les Noirs ne sont pas une priorité pour les Nations Unies, encore moins pour la structure de sécurité des Nations Unies. Donc, nous ne devons pas compter sur eux pour préserver la vie des Congolais. Nous ne devons pas compter sur eux pour préserver l'intégrité territoriale. De toute façon, là, ce qui se passe là-bas, c'est de la politique. Ils disent cela devant les médias, devant leur population, mais en coulisses, ils vont bien effectivement traiter avec des trafiquants d'armes, avec des trafiquants de minerais, avec des trafiquants de ceux qui tuent la République démocratique du Congo. Ici, il est question de leurs propres intérêts. Nous voyons les choses sur notre propre prisme et nos propres intérêts. Ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas baisser la garde parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies a dit non, nous devons être vigilants et éveillés à tout instant. Et par contre, nous devons nous battre pour préserver l'intégrité territoriale. Donc, tout ce qui émane de Nations Unies, c'est d'abord la volonté des États-Unis et des Occidentaux. Donc nous savons que ce ne sont pas là des gens qui se préoccupent de la vie et de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ils préservent leur économie, ils préservent leur sécurité, mais en tout cas, s'ils peuvent faire en sorte qu'une grande partie de la République démocratique du Congo, c'est la moitié de la République démocratique du Congo, soit entre les mains des autres personnes que le pouvoir de Kinshasa, mais ils le feront volontiers. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une résistance volontaire des Congolais à ne pas accepter la balkanisation. C'est l'amour de la patrie qui nous unit et malheureusement, ce n'est plus le cas comme dans le temps de Mobutu avec la DSP. Nous devons aussi aujourd'hui être capables d'imposer la sécurité dans la République, d'imposer la paix dans notre République sans avoir à regarder les institutions extérieures ou internationales. Un droit de réponse vite avant que nous puissions... Oui, madame. Vers l'amour de fin. Dans la même lancée, tous ces gens-là, ce sont des impérialistes. Ils ne voudront jamais. Vous savez, toutes ces guerres qu'il y a dans notre pays depuis des décennies, ça a comme répercussion, ça pour raison principale, nos ressources qui sont dans notre sol et dans notre sous-sol. À part le fait que ces gens se battent pour nos minéraux, il y a encore une autre matière très précieuse pour laquelle ils se battent, mais ils ne l'ont pas encore dévoilé aux Congolais. Cette matière, c'est le pétrole. Toute la guerre qu'il y a à l'est là du pays, ce n'est pas du cobalt, ce n'est pas de la cassiterite, ni des caoutchoucs, c'est du pétrole. Prochainement, nous aurons une émission appropriée pour parler de ça, et vous comprendrez que ces gens nous font la guerre, c'est par rapport à nos ressources qui sont immenses. Cette histoire des Nations Unies, moi j'ai salué d'abord déjà le fait que le gouvernement de la RDC a pris la résolution de faire partir la MONUSCO dans notre pays. Mais les tractations ont commencé depuis 2016. C'est aujourd'hui, avec le gouvernement Toulouka, que j'ai appris qu'à Goma, ils ont commencé à fermer leurs portes. Il faut qu'ils partent. Parce que les Congo, le gouvernement de la RDC, met à la disposition de ces gens des sommes colossales, alors qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur mission. Que toutes ces sommes puissent être orientées vers notre armée nationale, vous verrez que nos vaillants combattants, nos vaillants FARDC seront capables d'atténuer cette situation et de rétablir la paix dans la partie est de notre pays. Alors, puisque nous cheminons vers la fin, alors je veux vous donner la parole en guise de conclusion, parce que la technique me fait signe, nous avons déjà largement débordé. Alors, quel est votre mot de fin, 30 juin 1960, 30 juin 2024? Il est dommage qu'après 64 ans de lutte pour les libertés, pour la sécurité, que nous tombions de nouveau dans des travers où la politique ou bien le pouvoir politique doit être remplacé par les armes. Ça, c'est dommage, c'est un échec, c'est un aveu d'échec manifeste. Il est aussi dommage que le pouvoir politique fonctionne toujours en fonction des partis politiques, des clans ou bien des tribus. C'est dommage parce que cela démontre à quel point nous avons des arriérés en termes de réflexion qui datent du 19e siècle, du 18e siècle. C'est-à-dire une forme d'immaturité. Et c'est dommage que la confiance soit accordée non pas
aux institutions de la République, mais aux individus. Ce sont nos responsabilités. Et moi, je crois que l'élite congolaise qui est en déphasage avec la réalité, ou bien même la diaspora congolaise qui est toujours en inquiétude sur ce qui se passe ici, nous ne se concentrons pas réellement pour que la paix soit retrouvée, la confiance soit sécurisée. Mais l'impulsion doit devenir du pouvoir central de Kinshasa, que les chefs d'État comprennent qu'il est entouré beaucoup d'incompétents, d'incapables, il est entouré des gens qui sont là pour faire de lui un apprenti dictateur, alors que lui, pour lui, il est important de marquer sa gouvernance d'une empreinte de réussite sociale, économique et sécuritaire. C'est ça dont les futures générations s'imprégneront pour établir un Congo nouveau, et non pas avec des démagogies, ni de populisme, ni des arrestations arbitraires, ni les restrictions de liberté. Donc chacun doit apporter son lot. Nous sommes le jour d'anniversaire du 36 juin, mais c'est un jour noir puisque nous n'avons ni la sécurité ni la paix et que le Congolais n'est pas heureux dans son pays. Et pour vous, maître, monsieur... Oui, Madame Ariane, oui. j'ai dit au chef de l'État que les Congolais ont besoin de deux choses. Du pain et de la paix. Deux choses suffisent pour les Congolais. Le reste, il faut se débarrasser de tous les médiocres qui sont tout autour de lui, parce que ce sont ces gens qui sont à la base de la situation que les Congolais traversent aujourd'hui. 64 ans après, je ne peux pas comprendre que pour avoir un Premier ministre, il faut qu'il soit issu d'un camp politique. Pour avoir un ministre de la Défense, il faut qu'il soit d'un coin X. Ces histoires doivent être bannies. Les Congolais, ils sont compétents dans leur diversité, et dont les chefs de l'État, parce que si les chefs de l'État, même si les Congolais peuvent parler, le président de la République, en lui, en tant qu'individu, il n'a plus besoin du pain. Mais c'est nous, Congolais, c'est nous, les petits peuples, qui souffrons. Alors voilà pourquoi les gens qui doivent l'entourer doivent être animés de cette bonne foi pour pouvoir l'aider, afin que ces Congolais puissent découvrir les sourires. Voilà, maître Eric Bissoulou Simaou, président du mouvement Consort, membre de l'opposition, je vous dis merci de nous avoir rejoints sur ce plateau de Grand Débat de la Nation. Et également à vous, monsieur Francis Kalenga, cadre et secrétaire général de l'APC. C'était à l'occasion de ce 30 juin, spécial 30 juin, 64 ans après. Qu'avons-nous fait de cette RDC? Qu'avons-nous fait de ce pays? Vous aurez l'opportunité de suivre ce magazine, la rediffusion, pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Vous pourrez nous suivre à 20h, à 21h, heure de Kinshasa, 21h, heure de Kinshasa pour ce dimanche. Vous aurez l'opportunité de suivre en l'heure en large. Et plus le temps, c'est les temps. Prochainement, je pense qu'il y a ceux qui sont en train d'écrire. Mais puisque nous sommes déjà à la fin, je ne pourrai pas lire vos messages parce que l'heure, c'est l'heure, il faut respecter. Prochainement, je le réitère encore pour vous dire que nous sommes sur le canal 87. Vous avez eu des petits pépins pour nous retrouver. Canal 87 et Business Media Télévision en streaming. On vous donnera la parole. Donc, c'est au nom de toute l'équipe technique qui a travaillé de main de maître aujourd'hui sous la supervision de notre DG, Madame Myriam Bafalanga. Nous vous disons merci et merci de rester avec MB Télévision chez vous.